Bonjour ou rebonjour, Jean-François Copé. Vous êtes encore en campagne électorale, mais pour cette fois la tête de l'UMP, un parti que vous dirigez depuis 2 ans maintenant, l'UMP qui est aujourd'hui dans l'opposition et qui doit se réinventer un avenir depuis la défaite de Nicolas Sarkozy. Et vous êtes opposé dans cette compétition à François Fillon, qui a été le Premier ministre de Nicolas Sarkozy pendant 5 ans. Quelles sont les différences entre vous? On va essayer de voir ça tout à l'heure. Et puis surtout, après avoir été pendant 10 ans au pouvoir, quelle alternative peut représenter la droite? Sur quelles idées nouvelles? Alors que la crise s'impose et qu'elle semble limiter les marges de manœuvre des partis politiques aussi. On va y revenir. Mais d'abord, on va commencer par cette image de la semaine, l'hommage rendu à Kevin et Sofiane, les 2 jeunes tués après avoir été lynchés à Échirolles, près de Grenoble. Des milliers de personnes rassemblées mardi soir en leur mémoire. Il y avait beaucoup d'émotions, évidemment, de la colère aussi, de la part d'habitants qui disaient qu'ils avaient vu venir le drame. Ce drame d'Échirolles est-il l'illustration d'une situation de plus en plus tendue dans les quartiers, voire explosive? Je pense que cette tragédie épouvantable a ému le cœur de tous les Français et nous renvoie à une réalité qu'on n'a pas le droit de nier à Paris et notamment au gouvernement. C'est que la lutte contre la délinquance, c'est un combat de tous les jours pour lesquels il faut certes faire de la prévention, mais aussi ne pas avoir peur de sanctionner. Et pour cela, ce qui m'inquiète énormément, c'est de voir qu'il y a certes l'affichage de vouloir faire les choses avec fermeté, comme le dit Manuel Valls, mais de l'autre, il y a une réalité. C'est que lorsque vous avez un gouvernement dont le garde des Sceaux annonce qu'elle va supprimer notre loi sur les tribunaux correctionnels pour mineurs délinquants, qui annonce qu'elle ne va pas faire le programme de construction des places de prison, qu'elle va renoncer aux centres éducatifs fermés et qu'elle ne veut absolument pas poser, comme on doit le faire, le problème d'un renforcement du suivi de ces délinquants ou pré-délinquants que l'on connaît dans les quartiers et sur lesquels on va alléger le dispositif au lieu au contraire de l'alourdir, je suis évidemment très inquiet. Hier, il y a eu plusieurs interpellations à Cannes, à Torcy, dans votre département, la Seine-et-Marne, à Strasbourg aussi, où il y a eu un mort dans les milieux salafistes. Et Manuel Valls a estimé que la délinquance et le terrorisme peuvent se rejoindre. Il dit même les profils des terroristes ressemblent à ceux de trafiquants de drogue ou à ceux d'Échirolles. Vous partagez ce point de vue ou il y a amalgame? Oui, non, je crois qu'il a tout à fait raison. Il ne faut pas se tromper. Toute personne qui commet des actes de délinquance ne devient pas fort heureusement un intégriste qui commet des actes terroristes. Mais il est vrai que cela fournit un terreau. Et je pense que Manuel Valls a tout à fait raison de le dire. Ce qui, moi, me gêne, c'est qu'il faut maintenant mettre les actes à côté des paroles, à l'image d'ailleurs de ce que nous avons fait tout au long de ces années. C'est pour ça que je vous dis, ce qui m'inquiète, c'est de voir le double langage gouvernemental. On ne peut pas se payer le luxe, si j'ose dire, de renoncer à la fermeté dans cette période. Mais par ailleurs, face au risque terroriste, est-ce qu'il doit y avoir une union nationale? Mais bien sûr, mais comment imaginer les choses autrement? Et d'ailleurs, cette union nationale, nous aurions bien aimé la voir lorsqu'il y a eu la tragédie de Toulouse et de Montauban, il y a de cela 6 ou 7 mois, et où la gauche avait lancé inutilement des polémiques à l'égard de nos services. Je veux dire ici que l'esprit de rassemblement doit l'emporter sur tout le reste. La lutte contre le terrorisme, c'est la lutte de toute la nation contre le terrorisme. Pas de polémique sur ce sujet. Mais bien sûr, aucune polémique. Cette semaine, on a vu monter une autre polémique dans un tout autre domaine. Les patrons étaient en première ligne, ceux qui se sont baptisés les pigeons, les créateurs de start-up, d'entreprises un peu nouvelles, contre le nouveau projet d'imposition des entreprises lorsqu'elles sont vendues, qui passerait de 25% à 60%. Le gouvernement a promis des aménagements. Pierre Moscovici a dit il y a eu chez les patrons une émotion qu'on peut entendre. C'est un mea culpa ou c'est une reculade? Non, mais ce qui se passe en ce moment est catastrophique du point de vue économique. Je crois qu'il faut maintenant qu'on arrête de faire des bouts de phrases trop longues pour que personne comprenne. C'est pas que l'on peut entendre. Ils sont en train, je parle du gouvernement, de paralyser la totalité de l'activité économique. Écoutez, moi je suis maire de Meaux, vous le savez. Chaque jour, à chaque fois que je rencontre un entrepreneur, un artisan, un commerçant, une profession libérale ou un ménage, ils me disent on bouge plus. On ne sait plus à quelle sauce on va être mangé du point de vue fiscal, donc on n'épargne plus, on n'investit plus, on n'embauche plus. Ils sont en train de paralyser complètement l'activité économique parce que comme ils n'ont pas le courage de baisser les dépenses publiques improductives comme le font les autres pays, ils font un matraquage fiscal massif. Sauf que Pierre Moscovici, là, il fait un pas en avant quand même. Écoutez, de quoi parle-t-on? Il s'agissait de fiscaliser, il faut que les gens sachent de quoi il s'agit, il s'agissait de faire passer un taux d'impôt de 25% à 60% pour celui qui, après avoir travaillé toute sa vie, vend son entreprise. C'est-à-dire qu'il a payé des impôts toute sa vie, il a créé
de l'emploi, de l'activité, et on lui dit maintenant, tout ce que vous avez accumulé, eh bien vous allez être tellement fiscalisé que vous n'aurez plus aucune raison de le faire en France. Voilà. Aligner l'impôt sur le capital au même niveau que l'impôt sur le travail, c'était une promesse de François Hollande. Même Nicolas Sarkozy en avait parlé en son temps. Mais sauf que il y a de mille manières d'aligner. S'il s'agit d'aligner par le haut, ça veut dire qu'on ne baisse en rien, on n'encourage en rien la fiscalité, on n'encourage en rien le travail, on laisse la fiscalité du travail à un niveau très élevé et on augmente la fiscalité du capital. Je veux juste rappeler une chose, le capital, comment est-ce qu'on l'accumule? On l'accumule aussi par le résultat de son travail. Donc en réalité, c'est toute l'activité économique qui n'est vue désormais par le gouvernement socialiste que par des augmentations d'impôts. Un pays, 5e puissance économique du monde, est aujourd'hui, je le dis comme je le pense, aux mains de responsables politiques tellement idéologues qu'ils ne sont plus en situation de relancer la machine de la croissance. À propos d'idéologie, Laurence Parisot du MEDEF a dénoncé, elle, un racisme anti-entreprise. Est-ce que c'est pas un peu fort? Est-ce que vous avez vraiment l'impression qu'il y a des ministres qui font du racisme anti-entreprise? D'abord, n'utilisons pas le mot racisme dans le cas d'espèce, ça n'a pas de sens. En revanche, ce qui est vrai, c'est qu'il y a, de la part de ce gouvernement, j'entendais encore M. Montebourg ce matin, une véritable haine de celui qui veut entreprendre, qui veut créer de l'emploi, qui veut investir en France. Il n'y aura pas de création d'activité. Vous croyez vraiment que les ministres détestent stigmatiser les entrepreneurs? Vous pensez vraiment que les ministres détestent les chefs d'entreprise? Écoutez, mais on le voit tous les jours. Vous avez vu comment ils parlent des entrepreneurs? Vous avez vu la manière dont on a parlé de l'entreprise Peugeot? Avec des propos qui rappelaient très largement les manuels marxistes d'il y a 50 ans. Et si j'emploie ces termes, ça n'est pas simplement parce que je suis dans mon rôle d'opposant, c'est parce que tous les jours nous voyons des décideurs économiques. Et quand je dis des décideurs économiques, c'est pas simplement les plus fortunés ou ceux qui sont à la tête des plus grandes entreprises. C'est tous, y compris les patrons de PME, qui se trouvent aujourd'hui complètement bloqués, sans oublier non plus les salariés, qui en sont les premières victimes. La taxation des heures supplémentaires qui vient d'être décidée, c'est une perte de pouvoir d'achat pour les salariés, y compris les plus modestes, qui est considérable. Mais chaque année, quand même, les entreprises reçoivent 65 milliards d'euros d'aide. Il y a 6000 formes d'aides différentes. Est-ce qu'il n'est pas temps de faire un peu le ménage là-dedans? Mais j'ai pas de problème avec ça. Je veux juste rappeler, puisque j'ai été ministre du budget, c'est un sujet que je connais assez bien, que la moitié de ces aides, la moitié des 65 milliards, ce sont les allègements de charges. Et que je suis, moi, partisan qu'on allège les charges qui permettent aux entrepreneurs et aux salariés de récupérer du pouvoir d'achat et de la capacité d'agir. À condition de faire un état des lieux, voir celle qui marche, celle qui ne marche pas. Le ménage n'a jamais été fait là-dedans. Enfin, ne dites pas ça, parce qu'il y a quand même eu un gros travail qui a été fait. Mais moi, j'ai pas de problème avec le fait qu'on réduise les aides. J'ai un problème avec le fait qu'on augmente les impôts, parce que c'est pas la même chose. Quand vous augmentez de trop les impôts, vous avez des entreprises alors qui sont tellement pénalisées que ça se reporte sur le coût de production, et donc elles deviennent plus chères que les autres. Or, nous sommes dans un univers concurrentiel, et comme François Hollande ne voyage jamais, qu'il ne va jamais à l'étranger, qu'il n'y a jamais été avant d'être président de la République, il ne mesure pas ce qu'est la réalité du monde d'aujourd'hui, et donc il met en péril nos emplois, et c'est ça qui m'inquiète. Sur la compétitivité des entreprises, Louis Gallois doit rendre un rapport début novembre. Vous avez demandé à ce qu'ils vous reçoivent. Vous en attendez quoi de ce malheureusement rapport? Je vais vous dire, malheureusement, c'est bien que vous m'en parliez, parce que M. Gallois m'a fait connaître qu'il était hors de question qu'il me reçoive. Et effectivement, j'ai un énorme défaut. Je suis responsable du plus grand parti de politique de l'opposition. J'avais proposé d'être reçu avec Bernard Accoyer, ancien président de l'Assemblée nationale, Pierre Méhaignerie, ancien président de la Commission des affaires sociales, et Hervé Novelli, secrétaire général. Donc vous n'attendez rien de ce rapport? Mais c'est pas que j'en attends rien. J'ai demandé à M. Gallois, pour lequel, en tant qu'industriel, j'ai le plus grand respect, d'être auditionné pour dire notre part de vérité sur la politique de compétitivité. Et il m'a rappelé 2 jours après ma demande, ça lui a sans doute donné le temps de demander les autorisations à l'Élysée et à Matignon, et il m'a fait connaître, très aimablement, qu'il était hors de question qu'il me reçoive parce qu'il n'avait pas le temps. Eh bien, permettez-moi de vous dire que ça donne une sacrée idée de la manière dont ce gouvernement conçoit en réalité une politique économique que l'on doit pouvoir partager, car nous sommes, nous aussi, même dans l'opposition, représentants de la nation. Une opposition en campagne, je le disais tout à l'heure, pour la présidence de l'UMP, puisque vous êtes candidat. Le 18 novembre, une fois que les adhérents de l'UMP se seront exprimés, on connaîtra le nom de celui qui dirigera le principal parti de l'opposition, vous le disiez, pour les 3 ans à venir. Où va la droite, en tout cas? C'est la question. Nous accueillons pour en parler Bruno Jeudi, rédacteur en chef au Journal du Dimanche. Bonjour Bruno. Bonjour Francis, bonjour Jean-François Copé. Bonjour. Alors cette semaine, Francis le disait, nous sommes entrés dans la phase officielle de la campagne pour l'élection du
du futur président de l'UMP. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que vous avez fait une entrée tonitruante, tambour battant. Hein, et je voulais en venir à la polémique que vous avez déclenchée avec vos déclarations sur l'arrachage des pains au chocolat sous prétexte de Ramadan, qui suscite beaucoup de réactions, et on y reviendra. Mais d'abord, je voulais savoir, comme pour le racisme anti-blanc, je vois bien votre objectif électoral, hein, qui est de séduire une partie des militants UMP, mais je ne vois pas très bien vos propositions sur les sujets que vous soulevez. Alors, quelles sont-elles? D'abord, je vais vous dire très simplement les choses. Je récuse cette idée selon laquelle, sous prétexte qu'on est effectivement candidat à une élection, ce que l'on dit est absurde. Voilà. Je pense qu'il est grand temps qu'à Paris... C'est pas ce que j'ai dit, hein. Vous avez dit que c'est un objectif électoral. Non, c'est aussi parler de la France telle qu'elle est. Et j'ai souhaité, dans cette campagne, et je l'ai écrit pour que ce soit bien installé sur le papier et pas simplement des phrases en l'air, dans un manifeste pour une droite décomplexée, j'ai écrit ce que je voyais en tant que maire de Meaux, d'une ville qui a la réalité de la société française sous ses yeux, et d'y faire des propositions. Et la vérité de ces propositions, c'est de dire, à chaque fois, et je l'ai vécu dans ma ville, que l'on casse les ghettos, c'est-à-dire à chaque fois que l'on casse les tours, où il y a 100% de logements sociaux, pour y mettre à la place des immeubles à taille humaine de 4 étages, avec logement social et de l'autre, accession à la propriété, qu'on met des caméras de vidéosurveillance avec des policiers municipaux, qu'on y met de la culture, du sport et une zone d'activité économique où on détaxe les entreprises qui embauchent les gens du quartier, eh bien, comme par hasard, l'atmosphère n'est plus la même. Et à chaque fois que nous l'avons fait, eh bien, effectivement, nous avons redonné du respect, de l'écoute et de la tolérance. Je l'ai vécu à Meaux, et au même moment, le Front National a vu son score baisser, et celui du Parti Socialiste Parmi les réactions, il y a celle de Jean-Marc Ayrault, qui n'accepte pas, et je le cite, la méthode Copé. Il dit, on ne réglera pas les problèmes, les problèmes, en stigmatisant, en diabolisant. Qu'est-ce que vous lui répondez? Je note déjà qu'il ne nie pas que cela existe, parce que la vraie question, elle est là, Bruno. Je voudrais ici le dire très simplement. Il y a des gens qui instrumentalisent la religion afin de provoquer la République. Ça n'a rien à voir avec l'exercice du culte qui, dans notre pays, est parfaitement organisé. Chacun peut exercer son culte, quel qu'il soit. Il y a sans doute des aménagements à faire, comme par exemple la formation des ministres du culte en France, mais pour le reste, on peut exercer son culte dès lors qu'on respecte les lois de la République. Qu'est-ce que je vois aujourd'hui? Je vois des gens qui, je ne suis pas le seul, on le dit mais qu'est-ce que vous répondez à Jean-Marc Ayrault? Mais je lui réponds, vous stigmatisez... Je lui réponds la chose suivante. Est-ce que oui ou non, ces phénomènes existent ou pas? Oui, ils existent. Ce sont des petites souffrances du quotidien qui viennent, au fur et à mesure, enfler le vote extrémiste. Est-ce que seuls les extrémistes vont continuer de capitaliser dans un vote protestataire? Je suis républicain et je dis que notre mission, c'est de dire les choses et d'apporter des réponses. Et je l'ai fait tout à l'heure en vous montrant qu'en déghettoisant, on y arrive. Pour terminer sur ce sujet, il y a quelques années, vous étiez singularisé en proposant l'enseignement de l'arabe comme première langue dans les établissements scolaires. Est-ce que vous maintenez cette proposition? Pas comme première langue, comme la généralisation de l'enseignement de l'arabe. Je disais à l'époque, c'est pour ça que les choses sont infiniment plus complexes que certains ne veulent le dire, je disais qu'il peut être utile comme connaissance des langues en dehors de l'anglais qu'il faut absolument apprendre quoi qu'il arrive, d'avoir une connaissance de l'arabe parce qu'un certain nombre de nos jeunes concitoyens peuvent ainsi, par les racines qui sont les leurs, avoir par la connaissance de l'arabe un avenir professionnel. Ça n'a rien. Mais ce qui prouve que tout est complexe et que dans ces sujets, on ne doit pas instrumentaliser la religion comme le font certains à des fins qui, vous le voyez, sont des fins de violence, de provocation des règles de la République. Voilà pour cette polémique, on va parler de votre bilan maintenant à la tête de l'UMP. Et d'abord, on va passer par Ramayad, qui est vice-présidente du Parti radical de Jean-Louis Borloo, et qui vous interpelle sur la parité homme-femme, puisque l'UMP va devoir payer une amende de 4 millions d'euros pour n'avoir pas respecté cette parité lors des législatives. Elle vous pose une question. Bonjour Jean-François Copé. Aux dernières élections, vous avez dit faire amende honorable à propos des femmes, dont très peu ont été investies sur des circonscriptions gagnables. J'ai une question à vous poser. Comment pouvez-vous incarner la nouvelle génération tout en étant aussi faible sur les questions de parité? Voilà. Alors, répondez à Ramayad. Ramayad, elle a raison. Je dois vous dire qu'à chaque fois que j'ai pu nommer, j'ai nommé des équipes totalement paritaires. L'équipe de direction actuelle de l'UMP, il y a 12 postes. Chacun de ces 12 postes, c'est la parité. Elle vous reproche d'être un peu en retard. Et d'ailleurs, Rama,
à la mémoire qui flanche, elle oublie que je lui avais même proposé à l'époque une responsabilité qu'elle a déclinée, considérant que ça n'était pas pour elle. Mais plus globalement, Jean-François Copé, sur votre bilan à la tête de l'UMP, en dehors de la question de la parité, et c'est vrai que vous venez de défendre votre bilan sur la parité. Quand on peut nommer, c'est plus facile que quand c'est des élections. Votre bilan à la tête de l'UMP, dont vous êtes le secrétaire général, c'est quoi à part des défaites aux élections? Ah bah écoutez, c'est des défaites aux élections, vous l'avez tout à fait bien résumé, mais c'est aussi, je veux le dire, une mobilisation extraordinaire de près de 280 000 militants qui, loin de ceux à qui Nicolas Sarkozy avait parfois beaucoup donné et qui n'ont pas toujours été au rendez-vous de cette campagne électorale, ont été extraordinaires. La photo que j'ai choisie pour la couverture de mon livre, vous voyez, c'est le meeting du Trocadéro avec ses drapeaux tricolores. Et cet appel à la levée en masse que j'avais proposé pour Nicolas Sarkozy fait aujourd'hui, et je voulais juste vous le dire comme bilan, de l'UMP, le premier parti politique français en nombre de militants, bien devant le Parti socialiste. Dans votre livre, justement, vous défendez avec fougue le bilan de Nicolas Sarkozy. Vous évoquez un front anti-Sarkozy, une défaite largement justifiée par la crise. S'agissant de François Fillon, qui est votre adversaire dans votre concurrent dans cette élection... Le mot concurrent me paraît plus adapté. Voilà, exactement. Est-ce que vous faites une différence entre le bilan de Nicolas Sarkozy en tant que président de la République et celui de François Fillon comme Premier ministre? Est-ce qu'il y a des choses que vous ne reprenez pas dans le bilan de François Fillon? C'est-à-dire pour moi, le bilan, il est celui de toute l'équipe qui a travaillé autour de Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est un gouvernement avec François Fillon comme Premier ministre, mais c'est aussi une majorité. Je présidais à l'époque notre majorité parlementaire à l'Assemblée et nous avons travaillé ensemble. Et donc moi je crois que c'est très important qu'on soit solidaire de ce bilan. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit que j'inscrivais cette campagne dans le chemin que Nicolas Sarkozy avait tracé. Et quand je vois certains qui prennent leur distance, qui disent « Ah mais il n'avait pas voulu faire ceci ou cela », je rappelle qu'à l'époque, ils étaient partie prenante et qu'il faut, je crois, avoir la sincérité intellectuelle. Alors justement, vous parlez de certains, les ralliements sont de plus en plus nombreux, plutôt en faveur de votre concurrent François Fillon. Ça dépend des jours. Question simple, Jean-François Copé, qu'est-ce qui fait selon vous que François Fillon ne peut pas gagner cette élection? Je ne dirais pas cela. Le principe d'une élection est que le meilleur gagnera. Je dis simplement que pour ce qui me concerne, je n'ai fait un autre choix que lui. Je dis aux militants qu'il ne s'agit pas d'une primaire pour la présidentielle avant l'heure. Elle aura lieu en 2016. Je dis que pour nous, l'objectif est d'élire celui qui sera le leader de l'opposition pendant 3 ans. Avec un objectif. François Fillon, c'est quoi? Attendez, avec un objectif qui est de l'emporter au municipal de 2014 et ainsi de répondre à la vague rose qui a fait subir à la France la gauche. Quel est le point faible ou le point fort de François Fillon? C'est ce que vous demandez, Bruno. Écoutez, j'avais pas compris que c'était ça sa question. C'était ça. Heureusement que vous êtes là en renfort. Écoutez, c'est difficile de répondre parce que je suis pas spécialisé dans la publicité comparative. Je peux juste vous dire quel est mon choix. C'est celui d'avoir, pour cette campagne, assumé, je le propose aux militants, une ligne politique qui soit claire, celle d'une droite décomplexée qui combat le politiquement correct de la gauche bien pensante. Et ce que je viens de dénoncer, par exemple, avec ce racisme sous toutes ses formes qu'on doit combattre, dont le racisme anti-blanc est une des composantes, eh bien, c'est quelque chose que l'on doit dire pour y apporter des réponses. Et c'est très exactement ce que je m'efforce de faire. On va remercier Bruno. Merci Bruno d'être venu sur le plateau de 12-13 dimanche. Un pour ou contre, parce que tous les dimanches, il y a un pour ou contre. Guillaume Pelletier, l'un de vos soutiens qui défend la motion de la droite forte, qui veut une droite décomplexée lui aussi, propose qu'il y ait un quota de journalistes de droite dans les rédactions, y compris dans le service public de l'audiovisuel. Est-ce que vous êtes pour ou contre? Écoutez, j'avoue que je n'avais pas prêté attention à cette proposition. C'est la première de son programme. Elle aurait un avantage, c'est que, disons qu'elle améliorerait un tout petit peu l'état du rapport de force dans certaines rédactions, si j'en crois. Vous avez l'impression que dans les rédactions... Non, si j'en crois, laissez-moi finir. Si j'en crois un sondage qui avait été réalisé dans un certain nombre de rédactions durant la campagne présidentielle, où il apparaissait que les journalistes qui étaient invités à voter, par vote secret, dans un certain nombre de journaux, donnaient François Hollande en tête et Jean-Luc Mélenchon en 2. Oui, Nicolas Sarkozy loin derrière. Est-ce que les convictions, ça empêche d'être un journaliste indépendant? Ah, ça c'est autre chose. Est-ce qu'il faut avoir une carte dans un parti pour entrer dans une rédaction? Non, ça je ne le crois pas du tout. Je pense qu'il est fort heureusement dans la grande démocratie qui est la nôtre, des journalistes très nombreux qui savent parfaitement faire la part entre ce qui relève de leurs convictions personnelles et ce qui relève de leur métier de journaliste. Cette proposition, elle est non admise. La seule chose que je peux dire, parce que ça vaut la peine quand même qu'on se le dise, c'est qu'il y a des moments pour dire les choses et que cette campagne présidentielle s'est faite, on peut le dire, dans un contexte et un climat où le procès à charge a été systématiquement instruit contre Nicolas Sarkozy, et je le regrette un peu. Et cette idée de quota de journalistes en fonction de leur appartenance politique, c'est bien ou c'est pas bien? Oui ou non?
Écoutez, je pense que c'est en tout cas, bon, c'est impossible à réaliser concrètement, mais c'est en tout cas assez amusant, c'est un clin d'œil, parce que ça amène chacun peut-être à réfléchir. Vous m'avez, interrompu, mais je veux le redire ici, la campagne présidentielle que nous venons de vivre, bon, je crois qu'on le reconnaît tous maintenant, que le lait est renversé, elle s'est beaucoup faite dans un climat où il y avait un procès à charge contre François Hollande, et c'est amusant quand on voit les couvertures de journaux. Il y avait l'Express il y a quelques jours qui titrait, qui titrait avec François Hollande, en visage de François Hollande un peu évaporé, il y avait marqué « Et si Nicolas Sarkozy avait eu raison ». Voilà, moi j'ai qu'un regret. Mais voilà, je n'ai qu'un regret, si je peux me permettre, Monsieur Le Tellier, c'est que cette une, on ne l'ait pas eue avant l'élection, car alors ça aurait un peu rééquilibré le débat. L'histoire. Voilà. On parlait un petit peu plus tôt des quartiers difficiles où beaucoup de jeunes sont au chômage. La jeunesse, principal thème de campagne de François Hollande pendant la présidentielle, principale priorité aussi pour le quinquennat. Des jeunes qui sont par ailleurs confrontés au chômage. On peut dire que c'est plutôt la perspective d'un avenir contrarié qui s'ouvre à eux. Chaque année, 140 000 jeunes plus exactement, sortent sans qualification, les décrocheurs. Vous proposez qu'à partir de 16 ans, vous le dites dans votre livre, ils aient l'obligation de se former ou de travailler. Oui, mais où et comment? C'est tout ce que je propose effectivement. C'est l'idée de dire il faut maintenant poser clairement le problème de ces jeunes dont on ne s'est jamais occupé de l'orientation professionnelle. Cette idée que tout est misé sur le diplôme, ce qui est très bien, mais jamais sur le métier. Et je pense que cette notion de métier, qui renvoie à la valorisation de l'apprentissage, pour lequel il faut une réorganisation complète de notre système. Mais ça, par exemple, regardez, l'apprentissage, c'est pas nouveau, ça fait longtemps qu'on en parle. Mais ça, vous avez raison. Mais est-ce que c'est vraiment une solution au chômage? Ah, je le crois, oui. Je le crois. Regardez ce qui se passe en Allemagne. Moi, je me réfère beaucoup au modèle allemand parce qu'il y a beaucoup de similitudes avec le nôtre et il y a des points d'amélioration. Je pense que l'idée, c'est une des propositions que je fais depuis de nombreuses années d'ailleurs, que dans la réforme du système éducatif, on permette une initiation à l'apprentissage pour tous les élèves à partir de la 4e, et qu'ainsi ils voient très exactement d'autres orientations possibles, avec, et ça c'est la clé, la possibilité pour chacun de pouvoir, même quand il est en apprentissage, de rejoindre l'université, est une manière de valoriser le métier avant le diplôme. Et alors, ça, je crois que c'est essentiel. C'est intéressant, parce que vous écrivez aussi, et vous l'avez dit à l'instant, que la réforme de l'école, c'est une priorité, relancer l'école, relancer l'éducation, c'est une priorité. Mais le gouvernement dit ça, en disant on va créer 60 000 postes d'enseignants. Mais vous dites non, c'est paradoxal. Mais non, c'est parce que je pense que François Hollande vit encore sur des schémas anciens. Il fait croire aux Français que l'école va aller mieux parce qu'on va multiplier le nombre de profs. Non, l'école va aller mieux si on instaure une évaluation des enfants à l'entrée en 6e pour être sûr qu'ils savent lire, écrire et compter correctement. L'école ira mieux si le chef d'établissement est vraiment le patron de son établissement, qu'il peut choisir ses équipes pédagogiques, avoir un projet adapté. Moi, je peux vous dire qu'un mot sur les différents collèges, c'est pas la même vie en centre-ville ou dans un quartier difficile. Mais vous savez que les jeunes ont du mal à trouver leur place dans la société. 25% de ceux qui sont en situation de travailler n'ont pas d'emploi. Est-ce qu'il n'y a pas, pour reprendre une expression qui tourne beaucoup en ce moment, un racisme anti-jeune aussi dans notre société? Non, mais d'abord arrêtons avec ce mot de racisme. Il ne faut pas l'utiliser à toutes les sauces. Une méfiance envers les jeunes. Voilà. Y a-t-il une méfiance envers les jeunes? Une méfiance réciproque et qui est liée au fait que l'on n'adresse pas suffisamment, me semble-t-il, les bons messages à nos jeunes lorsqu'ils sont dans la partie de leur formation intellectuelle et morale. Il est très important, dans un système comme le nôtre, à l'image d'ailleurs de ce qui se fait dans le système anglo-saxon, d'instaurer l'idée de confiance en soi. On est beaucoup trop dans l'idée de dire ta note n'a pas été assez bonne, t'es mauvais. Non. Mais vous n'êtes pas pour la suppression des notes. Là-dessus, surtout pas. Non. Mais je pense qu'il faut élargir les évaluations, faire que on évalue le jeune, l'enfant, dans toute sa dimension, y compris ses capacités artistiques, sportives, psychologiques. Et ça, c'est un changement complet. Et c'est autre chose que de dire qu'on va augmenter des postes de profs et qu'on va mettre 4 jours de plus aux vacances de Toussaint. C'est une négation de la réalité de la société où on ne sait pas, beaucoup de parents ne savent pas quoi faire de leurs enfants pendant les périodes de vacances quand eux travaillent. Pour terminer, Jean-François Copé, Valérie Trierweiler, la compagne de François Hollande, est revenue cette semaine sur son tweet qui avait fait beaucoup de bruit, puisque pendant la campagne des législatives, elle avait soutenu le concurrent de Ségolène Royal. Dans Ouest France, elle déclare « C'était une erreur que je regrette, je n'avais pas encore réalisé que je n'étais plus simplement une simple citoyenne, ça ne se reproduira pas ». La mise au point était nécessaire? Oh, écoutez, là vraiment vous me gênez beaucoup, parce que moi je déteste entrer dans ces considérations qui sont du domaine de la vie privée à la frontière de la vie publique. La seule chose que je peux vous dire, c'est que j'ai tellement entendu les socialistes, François Hollande en tête, pendant tout le quinquennat précédent, faire des leçons de morale toute la journée à Nicolas Sarkozy, que voir tout cet étalage aujourd'hui manque franchement de pudeur et de dignité. Mais en un mot, l'épouse du président de la République ou la compagne n'est pas une citoyenne comme les autres. Écoutez, très honnêtement, je n'ai pas d'avis là-dessus. La seule chose que je peux vous dire, c'est que cet étalage, après tant de leçons de morale, est déplacé. Merci Jean-François Copé d'avoir accepté l'invitation de 12-13 dimanche ce midi. Nous allons